Bonjour à tous. Je vais commencer en faisant une petite vérification. Est-ce que il est bien affiché sur votre écran la présentation de Thibaut Hardy? Oui, Oui ou non? Oui, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Bonsoir à tous. Les interventions des vélos-écoles du réseau de la FUB sont connues pour répondre à différentes problématiques, vous le savez bien. Santé, transport, mobilité, travail social par exemple. Les interventions dans les QPV, ces quartiers prioritaires de la politique de la ville, rassemblent quant à eux d'une certaine manière l'ensemble de ces champs d'action. C'est la raison pour laquelle elles sont au cœur de l'ADN des vélos-écoles du réseau. Par ailleurs, la FUB a récemment obtenu un subventionnement de la European Climate Foundation pour appuyer les actions des vélos-écoles dans ces QPV. En effet, ces actions sont essentielles pour permettre de réduire la pollution de l'air, ce qui est un des objectifs majeurs de l'ECF et qui est un objectif de société de plus qui est atteint grâce à la contribution des vélos-écoles. Dans ce contexte, il semble essentiel de comprendre ce qu'est un QPV, de comprendre ses logiques, ses enjeux, mais également de partager les pratiques et de mettre en avant les étapes importantes des projets qui y sont réalisés. Euh, pour ce faire, nous aurons ce soir en intervenant Thibaut Hardy du Club des villes et territoires cyclables et marchables, qui va nous présenter un dossier réalisé par le CVTCM sur le sujet des QPV. Carla Baudroy interviendra par la suite pour la MJC Labrèche Cherbourg en Cotentin, avec une présentation des étapes de montage du projet promouvoir, développer et accompagner la pratique du vélo en QPV. Et enfin, Vincent Sado de ProVélo Sud Île-de-France nous fera une présentation des partenaires institutionnels d'une vélo-école dans le cadre d'un projet en QPV. Je laisse sans plus attendre la parole à Thibaut Hardy pour la première présentation, les mobilités actives dans les quartiers politiques de la ville. Thibaut, à toi la parole. merci Arthur et bonjour à toutes et tous. Donc Thibaut Hardy, chargé de mission au Club des villes et territoires cyclables et marchables. Peut-être tu peux passer à la suivante. Peut-être vous présenter ce qu'est le CVTCM. Je vais être très bref parce que sans doute certains et certaines d'entre vous le connaissent, mais voilà, le CVTCM, c'est une association, c'est un réseau de plus de 230 collectivités engagées pour la marche et le vélo comme un mode de transport du quotidien. Là, vous le voyez sur la carte, on a la chance d'avoir dans notre réseau des collectivités de toutes sortes, de toutes tailles. Ça va des grandes régions et des grandes métropoles jusqu'aux plus petites communes. L'avantage de ce réseau, c'est qu'effectivement, on va avoir un peu une image à 360 degrés de ce qui est de ce que sont les enjeux et les questions de mobilité dans nos territoires. Je te laisse avancer sur la suite. Donc, l'émission du CVTCM, c'est avant tout un espace d'échange entre ses adhérents. Donc, encore une fois, ces adhérents, c'est des collectivités. Donc, on a des chargés de mission et des élus qui vont pouvoir échanger entre eux. Le but, c'est de diffuser des bonnes pratiques et une expertise pour développer le vélo et la marche à travers effectivement des dossiers du club, à travers des enquêtes auprès de notre réseau, à travers des webinaires. Enfin voilà, vous savez très bien comment, en tant qu'adhérent de la FUB, vous savez très bien comment fonctionne ce type de réseau. Et l'objectif, c'est effectivement d'amplifier et d'accélérer la prise en compte du vélo et des mobilités actives, donc avoir à la fois une force de lobbying ou en tout cas d'influence sur des décisions qui peuvent être prises et puis effectivement à travers des exemples de territoires qui sont inspirants, innovants, d'essaimer dans toute la France et enfin, France métropolitaine et territoires surmarins, parce qu'on a des territoires d'outre-mer, une expertise et un développement du vélo et de la marche. Pour finir, effectivement, les outils qu'on met à disposition de nos adhérents, c'est une liste de diffusion électronique et des groupes de travail. Donc, on a tout simplement effectivement une boucle mail qui permet d'échanger entre chargés de mission. On a un congrès biannuel et des rencontres en région qu'on anime chaque année. On a en moyenne à peu près 3-4 interventions sur 3-4 régions différentes par an. Un cycle de formation en visioconférence avec Agir, une newsletter hebdomadaire, un magazine bimensuel et un site internet et des réseaux sociaux pour effectivement suivre toute l'actualité des mobilités actives. Et enfin, des ressources produites et éditées à l'aide des collectivités et de nos partenaires. Donc, ça sera un peu c'est justement le dossier que je vais vous présenter sur les QPV qui a permis, effectivement, qui a été construit avec des collectivités et des partenaires identifiés. Et enfin, on a deux concours annuels, les talents de la marche et les talents du vélo,
qui viennent récompenser, au regard de 6 catégories, des actions innovantes en faveur de des modes de transport. Ensuite, donc voilà, l'enquête du club. Donc, si vous voulez, le club on a approché la NCT il y a à peu près maintenant 1 an et demi. Donc, la NCT, c'est l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui s'occupe notamment de la réflexion sur les contrats de ville. Et donc, l'idée, effectivement, c'était qu'on n'avait pas assez de projets identifiés mobilité au sein de ces contrats de ville. Et donc, c'est poser la question de faire un état des lieux des pratiques de mobilité en QPV et de comprendre un peu les freins et les leviers pour développer les mobilités actives. Et in fine, effectivement, c'est de développer un guide avec des propositions concrètes et une vraie action de plaidoyer qui permettent justement de répondre, quand c'est une collectivité qui s'interroge sur comment elle peut développer les mobilités actives, elle aura une suite de réponses. Quand c'est une association, quand c'est un habitant, voilà. Le but, c'est vraiment de construire un guide qui est en cours d'élaboration, qui sera terminé en juin 2023 et qui sera accompagné d'un séminaire. Le petit document que je vous partagerai à la fin, qui a été l'enquête qu'on a menée et le dossier qu'on a mené l'été dernier, c'est un peu un document d'étape qui vient justement répondre à quels sont les freins et les leviers aux mobilités actives au sein des QPV. Et donc voilà, pour la réalisation de ce dossier, on est accompagné donc par la NCT, avec un intérêt de l'ADEME qui accompagne nos travaux et de la CIDUV, la coordination interministérielle du développement du vélo. Donc voilà, un projet multipartenarial avec d'autres acteurs comme l'ANRU, l'USH qui font partie de notre copile. Donc voilà, première question qu'on s'est posée quand on a voulu monter cette enquête, cette étude, c'est quels sont les enjeux des mobilités hors QPV et en QPV. Donc là, on a l'EMP, vous avez les résultats de l'EMP 2019, donc l'enquête mobilité des personnes. Et donc, on arrive très très vite à lire qu'on a une prédominance, qu'on a un développement, un usage de la voiture qui est 2 fois moins développé en QPV qu'hors QPV, donc un taux de motorisation qui est beaucoup plus faible. Parce qu'effectivement, il y a un contexte socio-économique qui fait que la voiture est un coût supplémentaire pour les ménages et que du coup, il y a un taux de motorisation qui est moins développé. Ce taux de motorisation, 2 fois moins important, est compensé par la marche à pied et les transports en commun qui sont beaucoup plus utilisés en QPV qu'hors QPV. Donc, on va parler un peu de marche contrainte, ou en tout cas de marche subie, parce qu'effectivement, si on accompagne ça avec un phénomène d'enclavement des quartiers et avec un phénomène effectivement où l'offre de transport est peu fiable ou peu développée, cette marche peut être contrainte. Et enfin, ça se voit en tout petit, un usage du vélo qui est 2 fois moins important en QPV qu'hors QPV. Et là, effectivement, c'est intéressant à travers notre étude de s'intéresser à pourquoi justement l'usage du vélo est moins développé et surtout de se dire, si la marche à pied est très développée, comment la rendre agréable, comment la rendre émancipatrice et comment justement s'assurer de son maintien sans pour autant que... comment s'assurer du maintien de la marche. Autre point, effectivement, que je n'ai pas développé sous slide, mais on a 90% des QPV qui sont concernés par une coupure urbaine, donc soit une coupure topographique avec effectivement des phénomènes topographiques, des dénivelés importants, des coupures par un réseau de transport routier, par un réseau de transport ferroviaire ou que sais-je. Et 50% de la population en tout se dit favorable à l'usage du vélo, mais pour autant, elle ne le fait pas. Et c'est un problème qui est encore plus dominant au sein des QPV. Pourquoi justement l'usage du vélo peut-être est propice, mais pourquoi ils ne le font pas? Et enfin, on a des distances parcourues en QPV qui sont moins importantes que hors QPV. Et pourtant, le temps de trajet de ces distances est plus important en QPV qu'hors QPV. Donc, on a un vrai problème de mobilité qu'on appelle un problème de mobilité entravé. Et justement, si on passe sur la slide suivante, c'est ce que j'ai souhaité résumer au travers des constats. Donc, des enjeux différents en quartier politique de la ville qu'en dehors, dus à des contraintes socio-économiques particulières à ses habitants. Une part modale de la marche près de 2 fois plus importante, une marche à pied du coup qui est perçue de manière contrainte, mais qui entre en complémentarité des transports en commun, compense une plus faible motorisation et des déplacements plus courts pour les ménages. Et enfin, une part modale du vélo qui est quasiment 2 fois inférieure en QPV qu'hors QPV. Donc voilà, une fois posés ces constats, quels sont les enjeux à la fois pour le club, mais aussi pour la NCT et pour l'ensemble de ses partenaires? C'est déjà garantir une équité territoriale et corriger les injustices spatiales.
aux injustices, effectivement, sociales, économiques qu'on peut rencontrer dans ces QPV, il y a un phénomène de mobilité entravée, un phénomène d'assignation à résidence. Et la question, c'est effectivement comment ouvrir ces quartiers et comment leur permettre de s'ouvrir sur les centres-villes pour avoir accès à des emplois, pour avoir accès à des services publics. Il y a une part qui est climat aussi, c'est respecter nos objectifs nationaux en termes de report modal. Donc effectivement, on a des objectifs très ambitieux de 9% de part modale du vélo d'ici 2024 et 12% en 2030. Si on part du principe que on va dire les résidents en QPV ont une mobilité vélo plus importante qu'hors QPV, il y a cette question effectivement de ouvrir à de nouveaux publics les mobilités actives, dont le vélo. Et donc voilà, le club se pose la question de ses habitants en QPV, mais aussi des habitants en territoire peu dense. Comment justement on arrive à ouvrir le vélo à de nouveaux publics. Enfin, il y a un enjeu de développer des activités physiques et sportives qui restent en retrait dans les QPV, avec un phénomène de sédentarité qui est plus important, qui se conjugue souvent avec un peu une double peine parce qu'il y a des maladies cardiovasculaires qui sont plus répandues, parce qu'on a aussi les conséquences de la sédentarité plus importantes sur le développement physique et cognitif des enfants. Donc c'est un enjeu d'équité territoriale de développer aussi une activité physique via le vélo ou la marche à pied dans ces quartiers. Et enfin, c'est agir sur les mobilités inclusives, notamment chez les femmes ou chez les demandeurs d'emploi. Quand on voit qu'on a un taux de motorisation qui est plus faible, c'est des contraintes de mobilité plus importantes pour les femmes et les demandeurs d'emploi, là où effectivement le vélo peut répondre à ces contraintes-là. Les avantages du vélo, je ne comptais pas laisser cette slide, mais finalement c'est bon de se faire un petit rappel. Et puis surtout, c'est un peu l'argument de plaidoyer que moi j'utilise quand je fais des réunions dans des quartiers QPV avec des intervenants des collectivités et des intervenants. Voilà. On reste quand même sur des déplacements plus efficaces, c'est plus rapide, sur des trajets de moins de 5 km, avec une facilité de stationnement. Le vélo, c'est bon pour l'environnement, pour le bruit et pour la pollution. Quand on sait qu'en plus, souvent les quartiers en politique de la ville sont à proximité de grosses artères voitures, des périphériques ou des autoroutes, avec effectivement un taux de pollution de l'air qui est plus important et des maladies du coup plus importants, mais aussi la pollution. On rappelle quand même que la pollution, c'est la première dépense liée aux pollutions auprès de la sécurité sociale, due au stress, due aux problèmes de sommeil que ça peut poser. Il y a un vrai enjeu justement de lutter contre le bruit et la pollution, et lutter contre la voiture, ou en tout cas réduire sa place, ça permet d'y répondre. Le pouvoir d'achat, le vélo, c'est un mode de déplacement peu onéreux, surtout qu'il y a des actions de réemploi qui peuvent être mises en place à travers des bourses à vélo, enfin, je ne vais pas vous développer ça, et aussi à travers la location, où nous, on a vu que certaines collectivités mettaient en place justement des tarifs préférentiels pour des habitants en QPV, de manière à ce qu'ils aient un accès au vélo plus facilité. C'est bon pour la collectivité, c'est des investissements moins chers, souvent créateurs d'insertion, d'emploi et de richesse économique. Une piste cyclable, c'est moins cher à construire et à entretenir qu'une route. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le lien social et parental. Voilà, une famille à vélo, ça inspire le quartier, ça inspire l'entourage, ça permet de créer des rencontres, ça permet de créer du lien social. Et enfin, c'est bon pour l'émancipation, notamment des plus jeunes, des femmes et des sans-permis, qui effectivement vont pouvoir augmenter leur distance de trajet et avoir accès à de nouveaux services publics, à de nouvelles activités de loisirs, sans pour autant être dépendante de la marche à pied et des transports en commun quand celle-ci est subie, encore une fois, parce que parfois les transports en commun sont défectueux dans les quartiers en politique de la ville, et parce qu'effectivement, l'achat et l'entretien d'une voiture ou d'un scooter, c'est un coût en plus. Donc le vélo reste, sous tous ses avantages, une solution à apporter, démocratiser dans ces quartiers. Là, je rentre directement dans l'enquête que le club a menée. Donc, en fait, on a fait une enquête quantitative auprès de nos adhérents. Donc, sur nos 220 adhérents, 230, on a 140 adhérents qui ont des quartiers politiques de la ville. Sur ces 140 adhérents, il y a à peu près une cinquantaine qui nous ont répondu. Et donc, nous, la première question qu'on a posée, c'est, selon eux, donc selon les techniciens et les élus qui nous ont répondu, quel est le principal atout du développement du vélo et des mobilités actives au sein des QPV. Et donc là, la première réponse qui ressort, et donc on le voit, c'est une solution de mobilité du quotidien et un désenclavement. Le vélo est vraiment un moyen de déplacement accessible qui facilite l'accès à l'ensemble de la ville aux résidents.
Ce qui est plus intéressant, c'est, si vous voyez, l'aspect insertion sociale et l'aspect santé, qui n'est pas du tout senti comme étant en tout cas un atout au vélo. Ce qui pose la question, justement, si je fais le lien avec la réflexion qu'on va avoir sur les contrats de vie ou la réflexion qu'on peut avoir sur les actions de sensibilisation qui peuvent être portées auprès des collectivités et auxquelles vous êtes sensibles, parce que vous êtes des membres associatifs qui peuvent justement proposer des actions aux collectivités. Nous, on pense qu'il y a un enjeu voilà, de développer des actions vélo-santé et des actions vélo et insertion sociale. Mais en tout cas, on note que pour nos collectivités adhérentes, voilà, la question du vélo, c'est surtout un enjeu majeur pour créer des nouvelles solutions de mobilité pour leurs habitants. Et là, pourtant, quand on leur demande quelle est la perception pour vous du vélo pour vos habitants au sein de vos QPV, donc là, on voit que c'est globalement une perception assez défavorable. En fait, on revient un peu à ce qui est l'aspect social du vélo. Le vélo est perçu de manière assez défavorable par rapport aux habitants des QPV. C'est perçu comme un outil de loisir. Il n'y a pas une culture vélo très développée, même si la notion de culture vélo, pour moi, peut être perçue de manière assez condescendante quand on s'adresse à ces habitants-là. Et surtout, voilà, il y a un peu une réussite. La réussite sociale, c'est la voiture, c'est souvent le SUV, c'est la grosse voiture, et donc le vélo est perçu un peu comme une déception sociale de ce point de vue-là. Et donc il y a de vraies actions à porter en faveur, effectivement, du vélo comme un moyen, une alternative à la voiture et un moyen un peu de d'émanciper les trajets. Il faut vraiment dépoussiérer l'image du vélo. L'autre perception défavorable du vélo, c'est surtout le manque d'infrastructures. Donc effectivement, les infrastructures présentes en QPV et hors QPV, au regard de notre enquête, mais qui n'est pas détaillée, il y a un vrai déficit d'infrastructures. Souvent, il n'y a pas de pistes cyclables, ou alors ça va être de l'espace partagé avec la voiture ou avec les bus, avec du marquage au sol. Et donc, il y a un enjeu de sécurisation pardon, de ces infrastructures. Il y a aussi la question du stationnement, où le stationnement est peu développé, où il est développé sur l'espace public. Et donc, qui dit sur l'espace public dit risque de vol accru. Et donc, se pose la question avec justement les bailleurs sociaux de vraiment pouvoir développer des offres de stationnement sécurisées à l'intérieur des locaux ou sur l'espace public avec des box sécurisées. Et donc là, effectivement, on s'appuie sur le programme Alvéole, qui effectivement développe justement des aides et du soutien pour développer ces espaces-là. Même chose sur le développement de pistes cyclables. C'est souvent des quartiers qui sont en renouvellement urbain. Donc, en fait, le renouvellement urbain qui permet effectivement d'injecter des sommes d'argent assez importantes, ils anticipent à travers ce renouvellement urbain la place du vélo. Donc, quand on interroge nos collectivités sur comment justement vous palliez un peu à ce manque d'infrastructure, ils disent que voilà, ça se fait un peu au cours de l'eau, au cours du temps, où maintenant le vélo prend une place de plus importante dans ces réflexions-là. Ensuite, se pose la question, donc on a interrogé nos collectivités, mais on n'en est pas arrêté là. Il fallait quand même qu'on se pose la question de quels sont les freins pour ces habitants. Et donc les freins pour les habitants, c'est effectivement une question topographique avec une situation d'enclavement ou d'isolement, des distances à parcourir plus importantes et souvent sans aménagement sécurisé. Donc en fait, eux, dans leur perception des mobilités, ils ne voient pas le vélo comme... Enfin, le vélo est vraiment contraint à des aménagements sécurisés. Psychologique, avec des craintes lors de leurs déplacements et notamment sur la sécurité du stationnement et la peur du vol. Social et culturel, la voiture reste un objet de valorisation sociale important et la culture vélo et l'image du vélo est pas assez développée. Et puis financier, malgré tout, le vélo, c'est un coût supplémentaire pour des ménages qui ont une contrainte socio-économique plus importante que en QPV. Et juste si on peut s'arrêter sur cette slide, nous, on a souhaité aller plus loin et via notre enquête, on est en train de mener 3 enquêtes de terrain sur 3 collectivités en Île-de-France avec des étudiants de Sciences Po de Saint-Germain pour justement approfondir un peu plus cette question des freins pour ces habitants. Et donc, ces 3 enquêtes de terrain alimenteront le guide et viendront un peu, comment dire, viendront un peu en opposition, en tout cas, on viendra un peu mesurer les freins et leviers qui sont perçus par nos collectivités. On cherche vraiment à trouver, au travers de ces 2 regards, quels sont les freins et leviers et quelles sont les actions à valoriser, à mettre en place. Bien évidemment, la question du genre. Donc,
Petit rappel, encore une fois, de l'EMP. La part modale du vélo chez les femmes est de seulement 1,5% pour 4% pour les hommes. Donc, on se doute bien qu'en QPV, c'est une contrainte, enfin, c'est une part modale qui est encore moins développée, avec pourtant des déplacements pour les femmes qui sont comment dire, encore plus contraints, parce qu'effectivement, c'est souvent elles qui s'occupent de déposer les enfants à l'école, c'est souvent elles qui s'occupent effectivement de s'occuper des courses et de tous les déplacements de loisirs aussi des enfants. Quand on pose la question quels sont selon vous les freins spécifiques à ces publics au sein des QPV, on voit que c'est une contrainte d'apprentissage qui revient très fortement. Il y a aussi des contraintes financières et des contraintes de sécurité et d'aménagement. Donc, une attention particulière justement à ces ateliers de remise en selle, ou en tout cas d'apprentissage faits à ces publics féminins, à développer ou en tout cas à adapter, à réfléchir, ce que je développerai un peu plus tard. Donc voilà, une fois qu'on a posé la question de ces freins, se pose la question des leviers. Et donc, pour faire évoluer la perception du vélo, nos collectivités nous ont répondu. Globalement, c'est tout le système vélo qu'on cherche à développer. Si on prend dans l'ordre, vu qu'effectivement, ce sont les aménagements sécurisés qui rendent la perception du vélo le plus défavorable, il faut développer les infrastructures, mais pas seulement. Il faut aussi développer des solutions, des actions d'apprentissage, développer l'offre de services avec de l'aide à la location, enfin, de la location longue ou courte durée, des aides financières à adapter effectivement aux contraintes socio-économiques de ces habitants-là, des actions de sensibilisation et des animations. On a beaucoup de collectivités qui, en entretien qualitatif, nous ont dit qu'effectivement, elles cherchaient à adopter des actions adaptées en cœur de quartier pour effectivement capter un maximum de public et avoir des messages qui perçus de manière favorable, et une communication sur les avantages du vélo. Donc, on voit qu'il y a vraiment tout un ensemble du système vélo à développer pour favoriser son usage en QPV. Donc, après, se pose la question de la volonté d'une politique cyclable forte en QPV. Donc, quand on pose la question, avez-vous mis en place des actions pour développer le vélo, à 60%, nos collectivités nous répondent oui. Il reste quand même un gap avec effectivement les 36% restants. Je tends à mesurer un peu cette slide parce qu'effectivement, c'est des collectivités qui sont adhérentes au club. Donc, par définition, elles sont adhérentes d'un réseau qui favorise les modes actifs. Donc, forcément, elles vont répondre de manière favorable à cette question, mais il reste quand même un gap. Et effectivement, sur les actions mises en place dans les QPV, beaucoup disent que en fait, c'est des actions qu'elles mettent en place sur tout le territoire, mais du coup, se pose la question de quels efforts il faut faire pour adapter ces actions au sein des QPV. Et quand c'est des actions qui sont mises en place, vous voyez très bien, et vous reconnaissez à mon avis, beaucoup d'actions que vous faites. Donc des ateliers de réparation vélo, des vélos-écoles, de l'aménagement cyclable, du soutien aux associations, d'aide à l'achat au vélo, de l'animation. Et on a une collectivité qui nous a dit qu'elle a vraiment mis en place un plot vélo adapté au QPV. Donc ça reste, c'est un peu ce panel d'actions qui est possible pour pouvoir développer encore une fois les mobilités actives. Donc là, je suis revenu effectivement sur l'apprentissage du vélo pour démocratiser sa pratique, parce qu'effectivement, j'adapte un peu l'enquête au travers les publics devant lesquels je la présente. Quand je l'ai présentée à l'ANRU, j'étais plus effectivement sur les questions d'aménagement. Quand je l'ai présentée à l'USH, c'était plus sur les questions de stationnement. Là, effectivement, on va parler de l'apprentissage pour vraiment rendre le vélo attractif aux habitants de ces QPV. Et donc là, vous reconnaissez les principaux leviers, mais ce qui sont des leviers que nous ont rapportés nos collectivités, c'est des ateliers d'apprentissage et de remise en selle et d'autoréparation. Avec quand même en entretien qualitatif, quelques petites interrogations qui sont posées, c'est que souvent les ateliers de remise en selle sont fréquentés par du public féminin, donc ce sera intéressant d'avoir votre retour là-dessus. Il y a un peu une gêne un peu plus importante pour le public masculin qui va plutôt se concentrer sur les ateliers d'autoréparation. Et là, le public féminin va se censurer à un peu la participation à ces ateliers-là. Donc, on va rester sur la remise en selle, c'est pour les femmes. Et par contre, quand il s'agit de réparer un vélo, ce sera plus les hommes qui vont y participer. Se pose quand même la question pour une parfaite vélonomie d'équilibrer la participation à ces deux ateliers. Ensuite, et ça revient un peu plus sur le périmètre des collectivités, mais qui se fait toujours en partenariat avec les associations, c'est développer des actions des comités scolaires, à savoir le savoir rouler à vélo, qui est le grand programme porté par le ministère des Sports et par le ministère de l'Éducation, qui consiste effectivement
à former près de 800 000 enfants, donc toute une catégorie de classe d'âge à horizon, je sais plus, je crois que c'est 2024, donc c'est bientôt. Nous, dans les entretiens qu'on a fait, on a vu que le savoir rouler à vélo, en tout cas sur ces 3 blocs, donc bloc 1, bloc 2, bloc 3, était pas équitablement développé en QPV que hors QPV, pour des contraintes notamment sur le bloc 3, avec des sorties en ville. Vu que les aménagements sont moins sécurisés, c'est plus difficile de pouvoir sortir les enfants en conditions réelles en QPV. Les plans de déplacement établissement scolaire, qui sont des vrais outils mis à disposition des écoles, portés par les collectivités et faits en concertation avec à la fois les membres, l'équipe éducative des associations. Donc, le plan de déplacement d'établissement scolaire, c'est vraiment faire un état des lieux des déplacements à la fois pour les professeurs, pour le personnel qui intervient dans l'école, pour les enfants et pour leurs parents. Et souvent, ça arrive, on conclut souvent sur des fermetures de rue, ou en tout cas des fermetures de rue durant les sorties d'école, parce que c'est un vrai outil, les rues scolaires, les rues aux enfants, c'est un vrai outil de pacification de l'espace public, et c'est un vrai outil pour faire la promotion des mobilités actives, parce que par définition, on supprime un temps l'espace de la voiture, et du coup, les enfants se sentent beaucoup plus en sécurité. On lutte notamment sur le dépose-minute, qui est effectivement les parents qui arrivent et qui déposent leurs enfants directement au pied de l'école en voiture et qui repartent, et voilà, qui posent des problèmes en plus de pollution sonore, de pollution atmosphérique. Donc voilà, des actions des comités scolaires qui sont vraiment utilisées et qui sont développées, qui restent à développer en quartier politique de la ville. Donc voilà, un peu en stack de conclusion, et je suis désolé si ça arrive tout petit, mais voilà, on a un enjeu pour les futurs contrats de ville. Nous, c'est encore une discussion qu'on a eue avec la NCT, avec qui on va retravailler encore pour 2 ans. C'est qu'effectivement, les contrats de ville, qui sont un vrai outil de financier qui permet de financer, donc qui finance des actions associatives, il n'est pas écrit très clairement les actions qui peuvent être portées au regard des mobilités. Ça reste surtout des actions portées sur l'économie circulaire, sur le réemploi, sur la nature en ville. Mine de rien, il y a un peu, on n'arrive pas à voir, parce que dans le réemploi, il y a les ateliers d'autoréparation qui reviennent. Donc, on sous-entend bien qu'il y a des actions en faveur du vélo. Mais nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment avoir des actions portée mobilité, le vélo santé, le vélo apprentissage, le vélo comme action d'insertion professionnelle. Et donc, voilà. Donc, pour résumer, effectivement, on a des freins au sein des quartiers politiques de la ville, avec des coupures urbaines, une prégnance du modèle automobile comme marqueur de réussite sociale, une grande majorité de logements sociaux, donc se pose la question d'adapter des stationnements sécurisés à ce type de logement, une plus forte proportion de personnes qui ne savent pas faire du vélo, ou en tout cas qui ne sont pas assurées d'en faire, donc quand même valider des acquis et une vraie rassurer effectivement des parents et des enfants à l'usage du vélo comme un mode de transport du quotidien, un faible pouvoir d'achat, avec des aides à l'achat qui sont souvent pas accessibles pour ces familles avec un non-recours au droit, ce qu'on peut retrouver sur des aides à l'acquisition ou à la location d'un vélo. Mais des opportunités. C'est un peu voilà, on a de la chance, il y a 2 fois moins de voitures, donc c'est plus facile peut-être de démotoriser ces quartiers-là. La rénovation urbaine est vraiment une opportunité d'adapter ces quartiers avec de nouveaux usages en faveur du vélo. On a en plus des métiers variés et porteurs de sens qui peuvent rencontrer l'intérêt des habitants. On a effectivement l'usage du vélo comme un mode de comme on a les chauffeurs, on a les livreurs à vélo en fait, on a beaucoup de personnes qui effectivement issues de ces quartiers pratiquent ces métiers-là. On a aussi donc les métiers de la cyclo-logistique, on a aussi les métiers de la réparation vélo, du réemploi du vélo. Donc le vélo peut être un facteur d'insertion professionnelle dans ces quartiers-là. Ensuite, on a une volonté politique assez forte pour combler ces écarts. Ça va à la fois des communes au département comme aux régions, avec un accompagnement de l'État qui se veut important. Et voilà, le prisme de l'écomobilité, pour l'instant, pour nous, a été retenu sur une première vague d'expérimentation que je vais développer, mais en laissant en ouverture pour les prochains intervenants. Et nous, on souhaite travailler sur la question de l'insertion professionnelle et sociale, qui est un chantier à suivre pour l'année 2023. Merci beaucoup Thibaut. On va... Ah oui, j'ai déjà été. Pardon? Non, non. Ouais, une dernière slide, et après je laisse la parole.
Vas-y. Donc voilà, dans le cadre de ce projet avec la NCT, on a mené 5 expérimentations pour justement démocratiser la pratique du vélo. Et tu peux avancer sur la slide qui suit. Ces 5 expérimentations, elles ont touché 5 territoires partout en France. Et donc l'idée, c'était effectivement de construire une vraie ingénierie de projet avec des collectivités qui voulaient porter des actions, mais qui ne savaient pas trop quelles actions porter, ou en tout cas qui avaient besoin d'une aide au démarrage. Identifier des acteurs associatifs qui sont d'ailleurs présents ce soir, parce que sur Évry-Courcouronnes, on a travaillé avec Pro Vélo Sud-Île-de-France, et sur Saint-Denis-Aubervilliers, c'était avec Études et Chantiers. Et donc voilà, faire la rencontre de ces collectivités et ces porteurs associatifs pour expérimenter des nouvelles actions, ça nous a permis d'avoir 5 projets. Donc l'organisation de stages savoir rouler à vélo lors des grandes vacances, donc qui permettait à la fois de coupler du savoir rouler à vélo et des actions des actions un peu sportives. Donc, on a eu par exemple une course d'orientation à vélo dans un parc, du biathlon à vélo, donc effectivement plusieurs activités qui mêlaient vélo et sport. Et aussi, on a eu des actions qui étaient assez intéressantes, c'est des balades à vélo à hauteur d'enfant. Partant du principe qu'effectivement la ville est construite souvent par des hommes d'ailleurs, et par des hommes par définition adultes, et des ingénieurs voirie qui sont très compétents, se pose quand même la question de, à hauteur d'enfant, comment la ville est perçue, comment les dangers sont perçus. Et donc ça a été porté sur 3 quartiers, Évry-Courcouronnes, Saint-Denis, Aubervilliers, qui permettent in fine d'avoir des fiches retour d'expérience. On va avoir des enfants qui vont juger des aménagements qui sont faits ou juger justement des aménagements qui ne sont pas faits, avec une forte volonté politique de s'inspirer un peu de ces recommandations à hauteur d'enfants, donc par des enfants, pour alimenter le plan vélo. C'est notamment le cas à Évry-Courcouronnes. Et enfin, dernière action, c'est Mon vélo pour 10 ans, qui est une action qui effectivement consiste à le prêt d'un vélo pour des familles, pour des enfants, sur 10 ans, qui permet effectivement, quand l'enfant grandit, qu'il n'y ait pas revente, achat d'un vélo, mais qu'il puisse effectivement remise de ce vélo et prêt d'un autre vélo. Et sur Nantes Métropole, on s'est concentré sur des quartiers en QPV pour justement lutter contre ce non-recours au droit ou ce non-recours aux aides. Voilà, comment on va chercher des familles en QPV qui ne seraient pas forcément allées vers ces nouveaux dispositifs portés par la métropole, comment on va les chercher et comment on les inscrit dans cette dynamique. Et donc voilà. Et donc très rapidement, c'est la présentation, vous la recevrez. Vous avez le dossier du club avec le lien qui permet d'y accéder. Sur la slide d'après, vous allez avoir le guide Mobiscol, si tu continues, qui est effectivement un guide qui flèche des aménagements à mettre en place dans le cadre d'un PDES. Et enfin, sur la dernière slide, un petit peu de pub pour le club. Vous avez tous les liens pour pouvoir suivre notre actualité ou me contacter si besoin sur la dernière slide. Voilà. Super. Eh ben, merci beaucoup Thibaut. On va peut-être prendre une ou deux questions maximum pour essayer de respecter les délais. Notre deuxième présentatrice intervenante, Carla, devant nous se libérer à 19h. Donc rapidement, si certaines personnes veulent prendre la parole et poser leurs questions, ils peuvent le faire. Parce que je ne vois pas de questions dans le chat, donc je ne sais pas si certaines personnes veulent prendre la parole en direct. Il faudra réactiver votre micro pour ce faire. En tout cas, Thibaut, merci beaucoup pour cette présentation très exhaustive qui permet de bien placer le contexte. Si on n'a pas de questions particulières, moi je vous propose qu'on passe du coup à la présentation de Carla. Tac. Merci. Puis, de toute façon, je reste connecté pour la suite. Et puis, s'il y a des questions à la fin, je pourrais répondre. Super. Tac. Alors, je vais lancer le deuxième. Alors, je vous demande une petite participation pour savoir si on est en affichage plein écran. Est-ce que c'est le cas? On voit bien la deuxième présentation de Carla, c'est parfait. Ouais, donc Thibaut, effectivement, je t'invite à rester avec nous. S'il y a des questions sur lesquelles tu penses pouvoir donner des éléments qui interviendraient après les présentations des vélo-écoles, ce sera avec plaisir. Carla, je vois que tu as ouvert ton micro, donc à toi la parole. Tu pourras m'indiquer quand est-ce que je passe d'une slide à une autre. Merci. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Carla Baudroy, je suis animatrice mobilité à vélo à la Maison des Jeunes et de la Culture de Cherbourg en Cotentin.
Donc, nous sommes une maison de jeunes. On accueille principalement donc, des adolescents entre 11 et 25 ans, mais on développe beaucoup d'activités autour du vélo et notamment une vélo-école réservée aux adultes. Donc cette année, on a déposé le projet qui s'appelle Promouvoir, développer et accompagner la pratique du vélo dans le cadre du contrat de ville qui finance des actions en QPV sur Cherbourg-en-Cotentin. Je vais d'abord revenir sur les 3 points clés que j'ai identifiés suite à la mise en place de notre vélo-école. Donc, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée à la MJC, la vélo-école existait déjà depuis 1 ou 2 ans, mais n'était pas trop développée. Et donc, j'étais d'abord en service civique et en 2 ans, l'objectif a été de pérenniser la création d'un poste autour de la mobilité à vélo, donc, qui est le poste que j'occupe actuellement. Les 3 points les plus importants que j'ai identifiés avant de mener un projet de vélo-école ou quand on veut développer une vélo-école qui existe déjà, ce serait d'analyser réellement la demande qui existe sur le territoire dans lequel vous souhaitez vous implanter. Et ça, en fait, ça passe par exemple, la diffusion d'un questionnaire qui va vous permettre, en fait, d'expliquer concrètement à un financeur potentiel les constatations que vous avez pu faire sur le terrain. Parce que si vous avez la volonté de créer des actions autour du vélo en QPV, c'est que vous êtes certainement dit effectivement, comme on l'a vu avant, les femmes dans QPV ne se déplacent pas à vélo ou on a des infrastructures, des pistes cyclables, mais personne ne les utilise. Et pour illustrer en fait ce besoin d'apprentissage du vélo, la diffusion d'un questionnaire ou en tout cas l'analyse de la demande est essentielle. Vous pouvez passer soit par un questionnaire en ligne ou tout simplement aller à la rencontre des habitants. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement dans un premier temps. Vous pouvez aussi aller à la rencontre des partenaires qui se trouvent sur le QPV, tout ce qui va être Pôle emploi, mission locale, des centres d'hébergement d'urgence, par exemple, pour analyser vraiment quel est le besoin, pourquoi les gens ne font pas de vélo, quels sont les freins propres au QPV en question. Et donc, le bénéfice de cette première action, ça va être de pouvoir proposer une réponse adaptée aux besoins, mais aussi de commencer à vous faire connaître en fait, auprès des partenaires qui sont sur votre quartier, parce que si les partenaires connaissent votre action, ils vont pouvoir diriger leurs propres bénéficiaires vers votre vélo-école, vers vos actions quand il y en aura besoin en fait. Un deuxième point qui me semble important, c'est d'effectuer une veille des appels à projets qui existent autour du vélo. Donc, par exemple, de créer un fichier Excel qui va reprendre, dans lequel vous allez enregistrer tous les appels à projets qui existent pour ensuite les trier. Ça va vous permettre d'avoir une idée, en fait, en analysant tous ces appels à projets, de voir souvent il y a des mots-clés qui reviennent donc, dans les QPV, on va vous parler parfois de créer des actions pour favoriser, pour améliorer la santé physique ou la santé mentale des habitants, pour améliorer le lien social, etc. Et donc, vous allez pouvoir, en vous renseignant sur tous les appels à projets qui existent, sélectionner ceux qui correspondent le plus à ce à quoi vous êtes en mesure de répondre ou non. Par exemple, moi, quand j'ai créé un fichier dans le but de créer un poste d'animateur mobilité à vélo, j'ai regardé tous les appels à projets qui existaient et je me suis rendu compte que certains que j'avais sélectionnés, par exemple à Vélo 2, c'est un appel à projet qui est destiné aux collectivités. Et pour nous, en tant qu'association, c'était assez difficile de s'insérer dans cet appel à projet-là. Donc, par exemple, on s'est plutôt dirigé vers des appels à projets chez Jeunesse et Sport ou à la ville. Donc, ça vous permettra également de connaître l'actualité de la culture vélo et de savoir ce qui se fait ailleurs. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être pas répondre à Vélo 2, mais en revanche, vous savez que peut-être votre ville ou une collectivité pas loin de chez vous a répondu à cet appel à projet et vous savez en quoi ça consiste en fait. Et c'est intéressant aussi pour connaître son sujet et savoir vers quoi on doit se diriger. Et enfin, une troisième action que je trouve intéressante, c'est de se former à l'enseignement du vélo. Parce qu'en fait, il va y avoir une différence entre notre pratique personnelle
en tant que passionné du vélo ou vélo-taffeur ou que sais-je, et ce qu'on va vouloir et ce qu'on va devoir transmettre en tant qu'enseignant de vélo-école. Par exemple, en se formant, on va pouvoir constater qu'une une séance de 45 minutes pour une personne de 30, 40, 50 ans qui n'a jamais fait de vélo, c'est énorme. Ça demande beaucoup c'est plein de nouveaux apprentissages pour le cerveau, pour le corps, de nouvelles informations qui arrivent d'un seul coup. Et donc, nous, on ne se rend pas forcément compte, puisqu'on fait du vélo régulièrement, que ça peut être difficile à digérer pour une personne qui commence le vélo. Donc, ça va vous permettre à la fois de mettre un cadre dans les apprentissages que vous voudrez donner, d'apprendre à mener une séance, et aussi, en fait, en allant faire des formations qui souvent seront à l'extérieur, vous allez développer votre réseau de connaissances. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à la MJC, j'ai participé à la formation IMV. Enfin, j'ai suivi la formation IMV qui est proposée par la FUB, et ça se passait à la Maison du Vélo de Caen, qui est donc une grande maison du vélo, où il y a 4 associations qui se partagent les locaux. Et forcément, sur la formation, eh bien, vous allez rencontrer des personnes, soit qui sont des salariés ou qui font partie d'associations qui vont avoir le même projet que vous, ou alors des personnes qui travaillent pour les collectivités et qui pourront plus tard être d'une grande aide si jamais il y a des appels à projets à nouveau qui paraissent ou des partenariats éventuels à mener. Donc voilà les 3 points que je trouve essentiels avant de vouloir monter son projet de vélo-école, ou quand on veut le booster, voilà, quand on veut développer un projet qui existe déjà, c'est ce qu'il y a à faire selon moi. Maintenant, je vais pouvoir vous présenter un peu plus en détail, nous, le projet, qu'est-ce que c'est que le projet Promouvoir, Développer, Accompagner la pratique du vélo à la MJC. Donc, c'est le projet qu'on a rédigé en 2022 pour l'année civile. Donc, les objectifs principaux pour cette année, c'était de développer le savoir rouler à vélo, proposer l'apprentissage du vélo pour les adultes. Donc, comme je vous disais, nous, on différencie notre vélo-école de ce qu'on va appeler plutôt les interventions savoir rouler à vélo, intervention dans les collèges, etc. Mais l'idée est la même, hein, c'est de l'apprentissage du vélo. Donc, l'apprentissage du vélo pour les adultes par le biais de notre vélo-école, présenter le vélo comme vecteur de santé et de cohésion sociale, et enfin, promouvoir un usage citoyen du 2 roues. Donc, pour ce faire, nous sommes intervenus sur du savoir rouler à vélo cette année avec l'accueil de loisirs qui se trouve sur le QPV où est implantée la MJC. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur ce qu'est le savoir rouler à vélo, on en a parlé un petit peu avant. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on met en place avec l'accueil de loisirs et qu'on souhaite développer avec les écoles du quartier. On va pouvoir passer. Voilà, merci. Donc ça va être un peu plus à développer. Notre vélo-école à la base était implantée donc était proposée uniquement sur le quartier dans lequel nous sommes. Suite, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait une demande sur les autres quartiers prioritaires. Et donc, quand on a déposé le projet au contrat de ville, on a accentué un petit peu la demande sur le développement de la vélo-école sur les 2 autres quartiers prioritaires de Cherbourg en Cotentin, en partenariat avec les espaces solidaires des deux autres quartiers, en fait, sur lesquels on n'intervenait pas encore. Je tiens à dire que il ne faut pas se décourager si on n'a pas de public dans un premier temps, parce que ça prend du temps, surtout sur un QPV où on est face à un public qui n'est pas du tout captif. Enfin, on n'est même pas face à ce public finalement, parce qu'il faut vraiment aller chercher les gens, limite par le col. C'est-à-dire que nous, on a commencé à proposer des séances de vélo-école sur les 2 autres QPV de Cherbourg en Cotentin en septembre, pendant 1 mois, 1 fois par semaine. Et il y a eu très peu de personnes, alors que sur le quartier dans lequel on est implanté depuis 2 ans, ça marche beaucoup mieux. Donc voilà, c'est normal de tâtonner, de chercher comment trouver son public. Mais voilà, il ne faut pas se décourager. Ça prend du temps d'aller à la rencontre des partenaires, d'aller à la rencontre des habitants. Et si vraiment il y a une demande, ça viendra. Les participants viendront. Et même si c'est qu'1 ou 2 personnes, si c'est régulier, si c'est toutes les semaines, finalement, sur la fin de l'année, ça fait beaucoup de participation. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante.
Ça, c'est un autre type d'action qu'on développe, puisqu'à la base, on prévoit plutôt des actions à destination du public jeunesse. Donc, on propose beaucoup de sorties à vélo et notamment des séjours autour de la mobilité. Là, vous avez la photo d'un groupe de jeunes cette année qui est parti de Cherbourg pour relier le Mont-Saint-Michel à vélo en faisant des étapes d'à peu près 50 km par jour. Donc, c'est des choses qu'on a fait plusieurs fois. Tour de la Manche, aller jusqu'au Mont-Saint-Michel à vélo. Et il faut savoir que c'est des actions pour lesquelles il peut y avoir du financement qui s'enclenche aussi. Hein. Nous, on est financé pour créer ce type de séjour. Voilà. D'autres activités que la MJC développe à plus petite échelle, ça va être les prêts de vélo, donc pour les jeunes et les habitants en priorité, notamment pour les personnes qui apprennent, qui font partie de la vélo-école. Comme on l'a vu avant, l'achat d'un vélo ou le stockage d'un vélo, ce n'est pas toujours facile. Donc, quand il y a des personnes qui ont besoin d'un vélo ponctuellement ou qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo, nous, on prête gratuitement des vélos avec une convention. On est également en partenariat avec une association de vélos pousseurs et on organise des sorties ensemble, sorties plutôt familiales à destination des jeunes également. On a un autre partenariat avec une association qui s'appelle Pignon sur Rue, qui est une association de réparation de vélos et donc qui à la base faisait ses ateliers à la MJC et qui, à force de beaucoup d'huile de coude et de demandes auprès de la ville, a fini par obtenir ses propres locaux. Donc voilà, c'est un prêt de la ville de locaux que l'association a pu obtenir. Des ateliers de sensibilisation, des interventions auprès des ACM, de la formation d'animateurs, des interventions qu'on fait aussi sur des fêtes de quartier, c'est souvent demandé au beau jour. Et également, depuis cette année, on a entamé un partenariat avec le collège de secteur qui se trouve sur le quartier voisin, mais la plupart des jeunes vont sur ce collège pour développer une action qui ressemble au savoir rouler. Hein. L'idée, c'est de rendre les jeunes autonomes dans l'entretien du vélo et également dans le déplacement jusqu'au collège à vélo. Ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à développer cette année en septembre et qu'on compte bien reconduire l'année prochaine. Voilà tout ce qu'on peut proposer, nous, à la MJC, grâce notamment au financement qu'on mixe un petit peu. Hein. On a plusieurs sources de financement par différents acteurs. Et donc, maintenant, je voulais revenir sur les choses importantes à garder en tête une fois qu'une action est terminée, à la fois pour pérenniser un projet et puis pour montrer que votre projet et votre action, elle a eu du sens. Je dirais qu'un premier point, c'est de bien suivre les actions que vous mettez en place, c'est-à-dire tout ce qui va être dépenses de matériel, frais kilométriques s'il y en a, des frais de communication, ne serait-ce que le fait d'imprimer des flyers, c'est à valoriser. En fait, si vous avez demandé un financement et qu'ensuite vous avez un bilan à rendre, c'est vraiment plein d'informations qu'il faut indiquer, le nombre de séances de vélo-école organisées, le nombre de participants, leur durée, etc. Parce que, en fait, au moment où vous allez devoir rendre votre bilan, ce sera beaucoup plus simple si vous avez déjà toutes les informations concernant l'année passée ou les 6 mois passés, plutôt que de devoir tout récupérer grâce à notre mémoire. Des fois, on peut oublier des choses. Donc, dans la même idée, un deuxième point important, c'est de soigner son bilan, la rédaction du bilan, notamment donc, si vous avez demandé un financement ou même un prêt de locaux, parce que ce que je voulais expliquer, c'est que ce qu'on vit sur le terrain, donc c'est la phrase que j'ai écrite, ce qu'on vit sur le terrain, ce n'est pas forcément visible pour les organismes qui vous ont financé. Parce que nous, on est tous les jours, si vous êtes enseignant de vélo-école ou bénévole, etc., vous voyez ce que vous faites, vous êtes convaincu du bien fondé de votre action. Vous avez d'ailleurs certainement des personnes qui vont venir vous dire, des participants de vélo-école qui vont dire mais merci, je vais en parler aux gens que je connais parce que vous m'avez vraiment aidé, ça me change la vie, etc. Vous allez avoir sûrement des retours très positifs, mais les organismes financeurs, en fait, eux, ils ont besoin de concret. Et donc,
toutes les petites actions, si vous les mettez bout à bout, elles ont du sens. Et je suis désolée pour la petite faute dans mon diapo, faute de frappe. C'est-à-dire que même si vous avez, comme je disais avant, que 2 ou 3 personnes par séance de vélo-école, ce qui est déjà beaucoup de suivre 2 ou 3 personnes qui apprennent en même temps, et bien finalement, si c'est 40 semaines dans l'année ou 30 semaines dans l'année, bah, ça fait, à la fin, ça fait un gros chiffre quand même, un bon nombre de participants. Et donc, des fois, on n'a pas l'impression qu'une action est vraiment nécessaire à mettre dans le bilan, alors que s'il faut vraiment tout préciser et valoriser tout ce que vous faites, notamment par le biais également des réseaux sociaux ou de la presse. Si vous n'avez pas de bilan à rendre, ça peut être aussi une forme de communication et de mise en valeur de vos actions. Et enfin, si vous avez un bilan à rendre pour un projet, ce qui est très important, c'est de faire preuve d'auto-évaluation. C'est-à-dire que ce n'est pas grave si un projet ou une action n'a pas marché, ça arrive. L'organisme qui va vous financer, il le fait aussi, il le fait parce que vous l'avez convaincu dans votre appel à projet, mais aussi finalement pour que vous puissiez expérimenter des choses. Donc, ce qui veut dire que vous avez le droit à l'erreur. Et en revanche, s'il y a une action qui ne marche pas, il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché et faire une ouverture sur quelles modifications on pourrait ajouter, quels sont les ajustements à faire pour que ça puisse fonctionner. Ou si une action a vraiment très bien marché, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une ouverture sur un développement possible finalement du projet pour les années suivantes, pour pouvoir reconduire votre demande de financement et développer votre projet. Donc voilà tout ce que j'avais à dire de mon côté. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous laisse la parole si jamais il y a des questions. Donc effectivement encore quelques petites minutes avant que Carla nous quitte. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez simplement réactiver votre micro hein, dans ce sens. Moi, je veux bien avoir une question Très sur bien. l'interrogation et d'ouverture un peu sur les difficultés qu'on a rencontrées, nous, sur ce qu'on a fait cet été. C'est comment bien intégrer l'éducation nationale, en tout cas, comment bien intégrer le fait qu'un projet puisse toucher une école, donc son public, et l'équipe pédagogique qui y sont. Enfin, est-ce que c'est quelque chose justement les difficultés que vous avez rencontrées, vous, et comment vous avez pu y répondre voilà. Alors, c'est justement une difficulté pour nous, l'éducation nationale. On a constaté justement que c'était beaucoup plus facile pour le savoir rouler d'entrer par la porte de l'accueil de loisirs qui n'est pas soumis à la même réglementation, je dirais, finalement. Quand on se présente aux écoles élémentaires, c'est plus compliqué et justement, on n'a pas encore réussi à mettre en place une action sur du temps scolaire parce qu'il y a toute la question de l'agrément éducation nationale, des accompagnants qui doivent eux aussi avoir un agrément s'il y a des accompagnants bénévoles en plus. Et les écoles nous indiquent souvent qu'elles ont du mal à insérer des projets en plus dans leur programme sur l'année parce qu'il y a déjà beaucoup de programmes, beaucoup de choses à faire entre la PER, tout ce qui est autour de la piscine, etc. En revanche, pour l'action avec le collège, ça a été plus simple. Je dirais que déjà, c'est simple quand on est face à des personnes qui sont convaincues du projet. Nous, le collège, on a déjà l'habitude de travailler avec sur d'autres projets, sur des passerelles, notamment sur de l'aide aux devoirs. Nous, on propose de l'aide aux devoirs, donc on travaille déjà pas mal avec le collège sur d'autres aspects sur d'autres projets de la MJC. Donc, l'entrée a été plus facile pour cette intervention qu'on a fait en septembre sur les 6e. Et là, alors on n'a pas eu les mêmes problématiques qu'en école élémentaire, c'est qu'il y a eu la signature d'une convention, en fait, qui nous a permis de faire... on a signé une convention avec le collège et ensuite, on a fait facturer notre intervention par le collège. Donc, je dirais qu'en collège, ça a été plus simple pour nous, en tout cas, que
dans l'élémentaire où on tâte encore le terrain. On a notamment l'agrément FUB Éducation nationale qui normalement doit nous aider à intervenir si j'ai bien compris l'objectif de cet agrément. Mais voilà, ça reste un peu un territoire difficile à intégrer, je trouve, l'école élémentaire. Pour compléter, il doit effectivement aider, mais il ne permet pas de débloquer forcément automatiquement les situations. C'est sûr que on aimerait bien que ça puisse le débloquer partout, mais ce n'est pas le cas. Il y avait une question de Émilie qui dit: est-ce qu'il y avait des initiatives similaires sur le territoire qui s'adressaient à des publics non QPV? Et si oui, est-ce que la démarche a été différente vis-à-vis de ce public? Je ne sais pas si Émilie veut prendre la parole, peut-être pour expliciter sa question. Oui, effectivement, je voulais savoir si avant de commencer les activités vélo avec la MJC, s'il y avait d'autres activités vélo, d'autres associations qui faisaient ce type d'activité avant et du coup, comment ça s'est articulé face à ces autres activités déjà existantes, s'il y en avait. Alors, comme je disais, moi, je suis arrivée en 2021 et le projet autour du vélo était déjà mis en place depuis environ 1 ou 2 ans. Mais donc, moi, je ne connaissais pas du tout le terrain avant d'arriver en 2021. La MJC est quand même plutôt un précurseur dans le développement d'activités autour du vélo. Mais il existe quand même d'autres associations sur le territoire, donc notamment Pignon sur Rue, dont j'ai parlé un petit peu avant, et aussi Vélorussion, qui est plutôt une association de plaidoyer en faveur du développement des infrastructures, des infrastructures cyclables. En fait, ce qu'il y a de bien finalement sur notre territoire, c'est que chaque association a un peu son propre volet. Pignon sur Rue fait de la réparation et uniquement de la réparation. Vélorussion fait des plaidoyers en faveur des aménagements cyclables. Et nous, on est vraiment sur de l'éducation au vélo. Et donc, nos actions se complètent bien finalement parce qu'on ne se marche pas sur les pieds et on peut travailler tous ensemble sur divers aspects du vélo. Et moi, je trouve que ça se complète bien. Donc, je n'ai pas connaissance d'autres associations qui vraiment faisaient, ou d'autres instances qui faisaient vraiment de l'éducation au vélo comme nous, on peut le faire. En tout cas, une vélo-école sur Cherbourg, il n'y en avait pas avant la MJC. Merci. Il y avait aussi une question de Guillaume Juan. Ce sera peut-être la dernière qu'on pourra te poser, Carla. Elle était de savoir qui sont les financeurs de la MJC, la Brèche. Est-ce que c'est l'État, la collectivité, la CAF, d'autres financeurs? Qui sont-ils? Alors, comme je disais, on a la ville qui finance une partie de ce projet, enfin qui finance le projet promouvoir, développer, accompagner la pratique du vélo, mais on a aussi déposé d'autres projets. Donc, encore une fois, moi, je peux parler que pour cette année 2022, puisque c'est à ce moment-là que j'ai pris les commandes, on va dire, des demandes de financement. Mais on a demandé on a répondu à 3 appels à projets du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport, donc SDJES 50. On a demandé le FDVA2, donc le Fonds de développement pour la vie associative, qui a vraiment pour objectif de favoriser les petites associations avec très peu d'équivalent temps plein. Donc, c'est vraiment, si vous voulez obtenir des financements, et ils sont très friands de développement de savoir rouler à vélo. Donc, nous, on a déposé un projet dans le cadre du développement du savoir rouler. Ils nous ont recontactés ensuite en nous disant qu'ils avaient des crédits complémentaires. Donc, si on voulait encore plus développer le savoir rouler à vélo, on n'avait qu'à répondre positivement et remplir un petit CERFA. Donc, voilà, on a deux financements de leur part, plus un financement aussi de leur part pour la création de postes, en fait, un financement de 7 000 € par an, un peu plus de 7 000 € par an pendant 3 ans, dans le cadre du fonds GEP Jeunes, pour lequel on a répondu, on l'a déposé en septembre-octobre, on a eu notre réponse récemment. Ça va permettre de développer, de faire continuer mon poste qui actuellement est un CDD. Et en dernier, alors on a répondu aussi au questionnaire des vélo-écoles diffusé par la FUB.
où on a pu avoir un financement pour de l'achat de vélos grâce à l'European Climate Foundation. Donc voilà, on a pu acheter du matériel et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Et pour compléter la question des financements, avant de laisser la parole à notre dernier intervenant, sachez qu'il y a un guide de financement des vélo-écoles de la FUB qui est en cours de réalisation. Il a été travaillé lors des journées annuelles de rencontre des vélo-écoles de la semaine dernière, enfin du week-end dernier, qui se sont tenues au Creusot. Et ce guide devrait arriver au courant du mois de décembre dans une première version numérique à l'ensemble du réseau pour une potentielle impression par la suite à l'ensemble du réseau. Voilà. Je pense que Carla, du coup, il est l'heure qu'on te libère. Et je vais du coup laisser... Merci en tout cas du coup pour cette présentation très très intéressante. Et je vais laisser la parole à Vincent Salot. Donc bonne soirée Carla et à bientôt. Vincent, je prépare la présentation. Voilà. Est-ce que vous voyez tous bien tout ça en plein écran? Oui. On est bon. Eh bien Vincent, à toi la parole. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Bon. Eh bien, bonjour à tous et merci aux deux intervenants précédents. Et on se retrouve évidemment dans beaucoup de situations. Donc Vincent Sado, donc je fais partie d'une équipe majoritairement d'auto-entrepreneurs au sein de ProVélo Sud-Île-de-France. Et donc, comme vous l'avez compris, on s'occupe d'éducation à la mobilité à vélo, donc ce genre de formation. Pour cette présentation, on va parler que de, bien sûr, ce qui a rapport avec les quartiers politiques de la ville, même si on fait bien sûr beaucoup d'autres choses et qu'on accueille également des gens de toute la France pour les former à la mobilité à vélo, donc des intervenants lors de brevets IMV. Bah ouais, tu peux avancer, Arthur. Merci à toi. Alors, QPV, alors je vais essayer de pas être trop redondant par rapport à ce qui a déjà été dit, car beaucoup de choses ont déjà été dites, à juste titre. Bon, bah, QPV, voilà, ce sont des gens pauvres, hein, voilà, donc le critère est un critère de revenu, la difficulté est notamment économique, voilà, ça a été dit, hein, et bien sûr, ça a des conséquences. Voilà, si tu souhaites avancer, Arthur. L'étude du CVTC, je n'y reviens pas, car elle a été très bien détaillée par M. Hardy. Donc nous, on a compris, oui, en gros, nous, ce qu'on a compris, c'est qu'il y a 4 leviers. Aménagement, stationnement, c'est un vrai souci dans les QPV, que ce soit au domicile ou devant les lieux publics dehors. L'aide à la location et à l'acquisition d'un vélo, évidemment. Et peut-être un des thèmes qui nous intéresse le plus, c'est le développement de l'apprentissage, d'abord de l'équilibre, mais également de la circulation. Ce qui est une problématique qu'on retrouve également hors QPV, mais qu'on retrouve peut-être encore plus en QPV. Donc, on vous renvoie bien sûr aux travaux du club. Merci, Arthur. Frédéric Errand, c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, c'est un économiste qui nous a rappelé le fait que pour se déplacer à vélo, il ne faut pas seulement des pistes cyclables, il faut aussi plein d'autres choses, y compris hors QPV d'ailleurs, hein, mais bon, ce soir, c'est quartier politique de la ville. Et dans ce système, il y a notamment l'apprentissage et le fait de pouvoir faire réparer un vélo et de le stationner, bien sûr. Et on en revient aux fondamentaux. Voilà. Donc, on vous renvoie à ce document. ProVélo, comme je vous l'ai présenté sommairement, une association. Et donc, dans le sud de l'Île-de-France, en seconde couronne, sur des territoires qui sont encore relativement denses en termes de population, souvent bien desservis en transport en commun, pas de banlieue à banlieue forcément, mais plutôt de banlieue à Paris, avec beaucoup de QPV d'ailleurs. Et donc, voilà, nous essayons par des services d'améliorer
ce sujet qui nous est cher, c'est-à-dire la mobilité à vélo. Alors, ça va ressembler beaucoup à Cherbourg, hein, c'est-à-dire par de multiples interventions. Là, on va vous détailler on va vous prendre pour exemple uniquement ce qu'on fait dans les QPV et qui sont financés qui sont fléchés financement QPV, quoi. On va pas vous parler de savoir rouler et d'autres choses, voilà. Alors nous, dans notre exemple, alors les villes sont, les villes, je vous en parlerai après, mais vous avez compris, c'est autour d'Évry en gros, donc en Essonne et également en Seine-et-Marne. Donc 2 départements de moyenne et de grande couronne. Un exemple de prescripteur, chez nous, c'est les ateliers sociolinguistiques, c'est-à-dire ce sont des personnes allophones, donc qui ne parlent pas forcément français, qui ne demandent qu'à apprendre. Et donc, progressivement, c'est grâce à ces ateliers, on va pouvoir faire du vélo. Il faut savoir que ce n'est pas forcément nous qui sommes allés vers les… Dans notre cas, c'est plutôt les prescripteurs qui sont venus vers nous depuis quelques années. Pour les financeurs, et ça répond à la question de Guillaume ou de je ne sais plus qui, les financeurs, c'est l'agglomération, donc ça peut être Grand Paris Sud ou d'autres agglomérations, et bien sûr l'État à travers la politique de la ville. Alors, j'ai mis eux-mêmes cyclistes parce qu'on s'est rendu compte, après discussion, que les gens qui venaient vers nous, bon, bien sûr, il y a ce qu'ils projettent sur les QPV, mais en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient eux-mêmes cyclistes. Hasard, coïncidence, on va savoir. Mais en tous les cas, c'est ce qu'on s'est rendu compte après coup. On voulait insister sur l'importance du lien avec le prescripteur. C'est des gens qui, bien sûr, qui connaissent bien ces publics et donc qui sont parfois eux-mêmes formés, mais qui ont aussi une compréhension de ces publics et qui les connaissent bien. Donc, ça permet de faciliter les interventions. On voulait enfin insister sur l'importance de la coordination. La coordination au sein d'une structure financeuse, bien sûr, quand ça se passe bien en termes de coordination, ce qui est le cas chez nous, c'est agréable pour tout le monde. Ça fait connaître notre travail. Et puis, un troisième truc que j'ai oublié, rôle de la coordo, bon, ça viendra peut-être ou pas. Ah si, oui, en gros, après, il nous redemande, en fait. Il cherche à approfondir ou à faire d'autres actions. Voilà. On va vous prendre quelques exemples. Le premier, avec une slide un peu trop fournie, un peu trop serrée. En gros, sur la durée, on prend des adultes sur des heures de semaine, donc quand les enfants sont à l'école, sont majoritairement des mamans, et on commence par l'équilibre, et puis on va terminer par l'apprentissage de la circulation. Alors, sur des pistes cyclables, quand il n'y en a pas toujours. Même sur chaussée, on arrive à faire des choses assez sympathiques, avec un challenge mobilité, au sens où un petit peu, alors c'est pas comme un escape game, ou comme une chasse au trésor, mais en gros, elles vont devoir tamponner différents lieux et donc se repérer par elles-mêmes, en plus de faire du vélo seul ou en binôme. Voilà, donc ça prend pas mal de séances, mais au bout de pas mal d'heures, on arrive à faire des choses assez sympas. C'est très plaisant à faire et elles sont reconnaissantes au sens où elles sont, enfin du moins, elles semblent apprécier vraiment l'activité. L'objectif, bien sûr, c'est l'autonomie. L'autonomie, donc vaste programme, hein, parce que quand on voit même dans des villes riches ce que c'est que l'autonomie des adultes à vélo, mais bon là, a fortiori, acquérir un vélo, réparer un vélo, stationner un vélo, se déplacer à vélo, porter des choses à vélo, éventuellement un enfant, ou même savoir faire du vélo avec son enfant. Donc, si l'enfant est très petit, bien sûr, il est en siège, mais s'il est plus grand, savoir faire du vélo avec son enfant, en termes de trajectoire sur une chaussée, c'est une compétence. Voilà, donc là, vous avez une petite photo de la remise des diplômes au sein de l'agglo, avec des représentants de l'agglo et de l'État, donc du préfet. Voilà. En mode un peu plus succinct, en nombre d'heures, on a des stages famille pendant les vacances scolaires. Donc là aussi, on prend, quel que soit le niveau de la personne. Absence d'équilibre, y compris des enfants, y compris l'âge des enfants, on essaye de les inclure du mieux qu'on peut. Donc Grigny, c'est une des villes les plus pauvres de France, hein, comme vous savez peut-être. Et donc, voilà, il y a des
problème, bien sûr, d'enclavement, mais on essaye de faire en sorte d'acquérir. Alors, c'est une découverte, hein, ça va très progressivement. On découvre aussi soi-même par ses 5 sens, le cas échéant d'abord l'équilibre, mais ensuite la circulation, se repérer. Et puis le plaisir d'abord de la balade, et puis ensuite, on l'espère pour eux, de l'utilitaire, c'est-à-dire du fait de se déplacer à vélo. En fréquence, nous, on a beaucoup d'ateliers mobiles de co-réparation. Donc les bailleurs, en fait, les bailleurs sociaux, ça leur évite, si j'ai bien compris, de payer ou du moins ils payent moins la TFPB que vous avez dans la diapo, qui est une taxe. Et donc, soit c'est que de la co-réparation, donc on apprend aux gens à entretenir et réparer son vélo en pied d'immeuble, quasiment toute l'année, sauf saison froide. Et encore, saison froide, des fois, on fait un peu au chaud, enfin du moins à l'intérieur. Et parfois, on double avec un petit parcours d'habileté, ce qui permet de compléter. Vous avez les chiffres. Voilà. Je vais essayer de faire court pour que si vous avez des questions après. Dans un autre format, par un bailleur, dans un très gros QPV, avec des problématiques particulières, mais 2000 habitants. Ils ont profité. Alors, il y avait des vols, vols de vélo. Il y a forcément pas mal de gens qui ne savent pas faire de vélo, et donc, ils nous ont invités, parmi d'autres associations. Il y en a une autre qui est plus sur la réparation. Nous, on est plus sur l'apprentissage. Et donc, vous voyez, je vous ai mis une photo de. Alors, c'est semi-privé, enfin semi-public, comme vous voulez, avec un badge, en fait, l'accès. D'ailleurs, entre nous, là, les voies, non, oui, j'ai marqué, les arceaux sont juste vissés, sont pas scellés. Bon. En tous les cas, c'est assez joli, c'est assez récent. Il y a 3 ou 4 arceaux en tout. C'est assez petit, à voir si sur la durée, ça marche. Donc, on les a accompagnés. Donc, ça, c'est sur la durée aussi, c'est sur pas mal d'heures. En conclusion, selon nous, le facteur limitant en QPV, peut-être encore plus qu'ailleurs, c'est vraiment la possession, le côté stationnement, sécurité contre le vol et réparation du vélo. Peut-être encore plus que la demande d'aménagement cyclable ségrégué, peut-être entre autres, parce que comme l'a dit M. Hardy, à beaucoup d'heures de la journée, en QPV, finalement, les chaussées sont assez calmes. Il n'y a pas masse de voitures, pour les raisons qui ont été, 2 fois moins, pour les raisons qui ont été dites tout à l'heure. Et donc, en urbain, en agglo, pour des rues, certes quelques voies vertes, mais bon, la chaussée, quand on la prend finalement, mais ce problème de possession, de sécurisation, de réparation, donc nous, on les flèche, on essaye de négocier aussi avec les agglos des aides à l'acquisition, qui seraient conditionnées à un vélo du type un petit peu utilitaire. Il faudrait qu'il ait des garde-boue, un porte-bagages, et éventuellement un éclairage dynamo, mais bon, ça se démocratise chez Decathlon, mais ça se discute. Bon. Mais en tous les cas, un porte-bagages et des garde-boue ne nuisent pas pour transporter 2-3 trucs et pour en faire le plus possible. D'autant que, comme vous vous doutez, les revêtements ne sont pas tous adéquats. Ma foi, merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux. Et si vous pouvez nous retrouver bien sûr lors de nos formations en Essonne, et dans d'autres départements d'ailleurs, puisqu'on est également en association avec Bicycled dans les Hauts-de-Seine, donc plus proche de Paris. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Arthur, on ne t'entend pas. On voit ta belle bouche bouger, mais on ne t'entend pas. Merci. Je disais que Émilie a posé une question dans le chat, mais je pense qu'il serait peut-être plus simple qu'elle nous la redise de vive voix, si elle veut bien. Oui, je l'ai mis dans le chat parce que je ne sais pas trop si j'ai du bruit derrière moi, mais par rapport au projet d'aménagement, Vincent, dont tu as parlé, tu sais dans quel ordre ça a été fait par rapport au bailleur? Parce que j'imagine qu'ils ont bénéficié du programme Alvéole. Et du coup, est-ce qu'ils sont venus vous voir avant ou est-ce que le projet d'aménagement était là avant? Enfin, un peu pour savoir les mécanismes de communication auprès de nos actions, un peu d'animation vis-à-vis des bailleurs et du programme Alvéole.
Yes, bah écoute, Émilie, bonjour chez toi déjà. Ouais, salut. Salut. Écoute, alors, bien sûr, on ne prétend pas que ce soit tous les cas. Moi, je vais juste raconter ce qui s'est passé dans ce cas-là. Le bailleur, concrètement, déjà, je ne sais pas s'ils ont bénéficié du programme Alvéole. Je leur souhaite en tous les cas. Ce serait une bonne question que je pourrais poser et que je pourrais te répondre plus tard, après leur avoir demandé. Et la deuxième question, en tous les cas, nous, quand on est arrivé, ces mini locaux vélos étaient déjà construits. Ils étaient tout frais, ils étaient tout neufs, quoi. Ok. Mais en fait, comme, entre guillemets, tout le monde, enfin, pas tout le monde a le badge, mais plusieurs personnes ont le badge, la problématique du vol, elle reste, enfin, ça a l'air sexy sur le papier, mais en fait, est-ce qu'il ne serait pas plus simple, enfin simple, c'est mis un bien grand mot, mais est-ce qu'il ne serait pas plus simple que les publics, quand ils le peuvent, montent le vélo dans l'ascenseur et le stationnent chez eux, en fait, puisqu'apparemment, la problématique du vol reste, ou l'angoisse du vol chez les gens, ce qu'on peut comprendre, hein, y compris pour des motifs économiques, reste présente, y compris dans ces locaux semi-publics, avec un badge. Ouais, c'est clairement un vrai sujet, les aménagements. Sachant que, bon, c'est peut-être moins dense qu'à Paris, mais ça reste je te dis, 800 logements, 2000 personnes. Enfin, bon, je ne sais pas de fin de quand ça date, mais c'est vrai que moi, j'habiterais là-dedans, vu qu'il n'y a pas de cave privée, et éventuellement, vu qu'on ne sait pas ce qui peut se passer comme effraction dans les caves privées, parfois chez certains bailleurs. Moi, j'ai dit à la dame à la représentante du bailleur, je lui ai dit, oui, la tentation est grande, malgré les jolis, je sais pas comment ça s'appelle, locaux semi-privés, quand on peut, de mettre son vélo chez soi. Il faut qu'il y ait un ascenseur, quoi, sinon, c'est même pas la peine. Et ça nécessite aussi qu'on leur apprenne il faut que le vélo rentre dans enfin, tu vois, bon, je te laisse imaginer les contraintes logistiques, techniques, à la fois d'apprendre à mettre un vélo vertical, que s'il y a un siège enfant, enfin, bon, tu vois, ça peut. On comprend en quoi ça peut être un frein. Oui, oui, clairement, enfin, c'est pas non plus l'idéal, enfin, de monter les vélos, enfin, dans les appartements souvent un peu encombrés en plus, enfin, et puis après, il faut circuler, enfin, dans les cages, etc. Donc oui, oui, c'est clair que c'est pas l'idéal. Après, il y a pas mal de préconisations sur les aménagements, notamment de ne pas faire des choses complètement fermées, mais plutôt des locaux ouverts qui sont vraiment très visibles dans les parties communes, etc. Enfin voilà, c'est un autre, peut-être un Par autre exemple, il y a sujet eu par plusieurs rapport aux vols, et c'est activités. vrai que nous, on leur a appris à se servir d'un antivol en U, mais bon, voilà, il faut voir après ce qu'il en reste, quoi. Ouais. Par exemple, moi j'ai habité en QPV, un QPV sévère, hein, à titre personnel, il y a bien longtemps. Bon, je stationnais mon vélo dehors, mais c'était un beau vélo pourtant, mais j'avais pas peur. Il y avait un U et tout le monde s'en foutait. Et il est jamais. Si une fois, les freins ont été déréglés en plusieurs années, enfin rien de sensationnel. Mais voilà, tu peux pas dire que quand tu vas dans ces quartiers-là, il y a des vélos accrochés dehors et a fortiori la nuit, quoi. C'est pas vrai, quoi. Il y en a pas. Ok, merci pour ton partage. Je t'en prie, Émilie, bonjour chez vous. À toi aussi. Avons-nous d'autres questions? Avons-nous d'autres questions? C'est la question. Euh, Tac, tac, tac. Je vois Charlotte. Donc, les bailleurs sont très réticents aux vélos montés dans les étages car cela pose souvent des problèmes de sécurité. Vélos sur les balcons, dans les couloirs, etc. Bon, c'était une remarque complémentaire du coup, Charlotte. Ok. Mais si tu veux compléter le complément, Charlotte, il n'y a pas de souci. Non, non, c'était tout, merci. Super, merci. Alors, il y a une autre question de Guillaume qui, moi aussi, m'intéresse pas mal. C'est cette question des TFPB. Est-ce que, par exemple, Thibaut, tu as des infos à ce sujet? C'est cette fameuse... La taxe, l'exonération de taxes pour les bailleurs sociaux. C'est ça. En fait, c'est un mécanisme financier qui permet, par définition, de financer des actions qui favorisent le cadre de vie. C'est souvent géré par les communes ou les intercos. C'est le chargé de mission GUP, gestion urbaine de proximité, qui va effectivement faire l'inventaire avec le bailleur. Et en fait, c'est tout simplement, il faut que le bailleur fasse une action qui vient favoriser le cadre de vie. Donc, comment ça s'intègre pour le vélo? Il y a souvent vider des caves de vieux vélos et l'animer au travers d'un atelier d'autoréparation vélo, d'une bourse à vélo.
Et donc, une fois que le bailleur a justifié cette action, il est exonéré d'une certaine taxe. Donc, c'est un levier financier qui est assez important, qui arrive après les contrats de ville sur les actions qui peuvent être portées. Et pour cela, effectivement, le mieux, c'est de se rapprocher directement du bailleur quand on a identifié un endroit, un lieu d'intervention. Si effectivement il y a quelques réticences, ce qu'on peut comprendre, hein, nous, via l'enquête qu'on a menée, on a certains bailleurs pour qui les questions de mobilité, notamment du stationnement vélo ou des actions de mobilisation sur l'espace public en faveur des mobilités, ils sont assez réticents. Ils disent qu'effectivement, les priorités ne sont pas là. Ça peut être justement un projet de ville sur lequel, effectivement, un élu chargé de la gestion urbaine de proximité ou un service technique à approcher peut justement être porteur et après se retourner chez le bailleur. Les bailleurs sociaux, souvent, le conseil d'administration, c'est des élus qui en font partie. Et justement, ça peut être un projet sur plus long terme à mener si le bailleur est assez réticent. Mais voilà, effectivement, sur les questions de locaux, nous, quand on a interrogé les bailleurs, on a vu que souvent, il y avait la question d'un local poubelle qui, du coup, maintenant est transformé en local stationnement vélo. Il va y avoir un peu un parasitage avec soit des points de fixation. Quand j'entends point de fixation, c'est effectivement du squat ou des trafics qui ne sont pas très légaux. Et donc, effectivement, se pose la question de est-ce qu'on sécurise entièrement ces lieux qui risquent effectivement d'être vandalisés après? Est-ce qu'on les fait semi-ouverts? Quels usages il va y avoir? Et c'est une réflexion qui a été faite, et nous, c'est ce qui ressort des enquêtes qu'on a fait. Souvent, le bon stationnement ou le bel aménagement, c'est un aménagement qui est ouvert au public, sur effectivement à un endroit vraiment très identifié, très ouvert, où effectivement il ne peut pas y avoir de détérioration ou de mauvais usage. Sur ça, on a un exemple. Il me semble que tu étais là, Arthur, au groupe de travail qu'on avait fait à Strasbourg. Tout à fait. Ouais. Je pensais aussi à ça. Ouais. À Strasbourg, on a vraiment le bel exemple avec 2 aménagements qui ont été soutenus en plus par un programme Alvéole. Un qui est fait vraiment en plein milieu en fait, de la résidence et qui du coup est très bien utilisé. Et l'autre en fait qui est un peu en retrait et qui sert de cage de foot, qui a été vandalisé et qui du coup plus personne ne peut rentrer dedans. Donc voilà, je pense que là c'est plus de la concertation et de la bonne entente et de la bonne intelligence à avoir et pas en mettre n'importe quoi. Et ils doivent être à 50 mètres d'écart l'un de l'autre. Et effectivement, celui qui marche bien est au beau milieu de toutes les barres d'immeubles et donc il est au vu de tous, quoi. Donc c'est vrai que c'est peut-être ça qui fait qu'il y a moins de vandalisme puisque on serait très vite capté si on faisait ça, quoi. Exactement. Et surtout que sur de l'existant, transformer un local encore une fois, un ancien local qui est un local à poubelle ou autre chose en stationnement vélo, c'est le meilleur moyen de mal le faire parce que s'il y a 2 sas d'entrée, on imagine bien pour quelqu'un qui doit porter son vélo, ouvrir des sas d'entrée, il y avoir des contraintes d'usage qui peuvent effectivement rendre inadéquat l'aménagement. Alors, il y avait aussi une question de Mathieu qui demandait si l'argument de la sécurité peut être utilisé comme levier dans les échanges avec les bailleurs pour les pousser à proposer un local vélo bien équipé pour éviter les problèmes. J'imagine que oui. La réponse, elle est clairement oui. Je ne sais pas si Mathieu, tu veux compléter la question. Mais il me semble que c'est relativement clair, mais j'imagine que oui. Je ne sais pas si Vincent, si Thibaut, vous voulez répondre, mais je pense que oui. Non, je sais pas de. Oui, forcément. Enfin, après, tous les arguments sont possibles, dont celui-là. Je voulais juste dire que dans des espaces Véligo en Île-de-France, autour des gares, on a le même problème. C'est-à-dire vous avez des espaces Véligo qui ont des parois en fait sur les côtés et qui finissent par être des lieux de deal et qui, à la force, sont carrément déposés, quoi. Parce que vu qu'ils ont été saccagés et c'est vrai que ça donne pas envie de rentrer dedans, c'est un euphémisme. Et en plus, il y a des vols de vélo. À la fin, carrément, IDFM, donc Île-de-France Mobilité, parfois supprime des Véligos et c'est un peu la même réflexion, quoi. Donc c'est un vrai problème et donc se pose également la question de l'apprentissage d'un bon antivol, de bien le poser, toutes des choses qui font partie du travail des vélos écoles. Exact, c'est vrai, totalement. Écoutez, moi je pense qu'on a fait le tour des questions qui pouvaient être posées. Si certains d'entre vous veulent encore
poser. On a un petit peu de temps pour le faire, donc je vous invite à prendre la parole directement. Et si ce n'est pas le cas, oui, moi je peux vous redire du coup qu'un guide sur le financement va sortir très prochainement et qu'il va notamment décliner des financements qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre d'interventions en QPV. Donc ça, c'est bientôt à paraître. Je vois qu'il y a encore 2 messages. Je n'ai pas l'impression que ce soit des questions. Alors si, pour la présentation, effectivement, l'ensemble des présentations des intervenants vous seront transmis. Ce webinaire a été enregistré, donc le replay sera également mis en ligne pour que les personnes n'ayant pas pu le voir puissent le voir par la suite. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à remercier l'ensemble des participants et des intervenants pour leur présence et leur contribution. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.